C'est toi Ousmane? C'est toi Ousmane Ronaldo? C'est toi R9? C'est toi la giga légende? Mesdames, messieurs, ce n'est pas un montage, je me régale à faire ces intros. Le running gag le plus drôle du siècle. Ceci n'est pas un montage. Regardez sur Google, regardez sur Footmob. Vous ne rêvez pas en direct sous vos yeux ébahis. Ousmane Dembélé, Ousmane Ronaldo de Nazario, Dembélé a marqué un doublé dans un match de football. Mesdames, messieurs, encore une fois, maintenant en fait ça va devenir banal. La Terre s'arrête. Le monde du football est en suspens. Tout est terminé. Le Real Madrid jouait à côté. Vinicius et Kylian Mbappé ont marqué. Dembélé a marqué un doublé. Ousmane Ronaldo de Nazario, Dembélé. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien en tout cas. Très heureux de vous retrouver, je pense que ça se voit, pour parler de ce match. Je vous jure que je suis mort de rire de faire ces intros parce que c'est trop drôle. Dembélé, c'est un buteur. J'en peux plus, les gars, j'en peux plus. Bon, j'ai dit précédemment Ronaldo de Nazario, mais en fait, je viens de voir qu'il s'appelle juste Ronaldo Luis Nazario de Lima, donc j'ai inversé. Bref, voilà, au cas où quelqu'un me le rattrape. Mais ce montage, je l'ai vu, les gars. J'ai pleuré de rire, regardez ça. J'en peux plus. On va évidemment parler d'Ousmane. On peut parler de la confrontation en elle-même dans la globalité. Mais mes chers amis, je pense que vous l'avez vu si vous avez vu le match. Oui, c'était un match globalement à sens unique, malgré l'ouverture du score de Brest. Respect aux Bretons, hein. Je sais qu'il y a pas mal de Brestois qui me suivent. Respect à vous, ce fut compliqué, c'est normal. Il y a évidemment les absences que tu connais au niveau de la compo de Brest. Évidemment, Pierre Lesmelou. Bon, il y avait moyen de faire un beau match, ça a été valeureux. Au final, je vous invite à regarder rien que les statistiques de base. Ouais, considérons quelque chose de très très simple. Imaginez 0,86 XG pour Brest, mais Brest a eu un penalty. Je rappelle qu'un penalty est considéré 0,79 ou 0,8 XG. Donc si tu enlèves le penalty, Brest a eu 0,07 XG sur le match. Autrement dit, pour parler un peu plus français, Brest n'a pas eu d'occasion par le tir dans le match. Grosso modo, c'est à peu près ça. Oui, ce fut infiniment compliqué. 22 tirs pour le PSG, mais au-delà de ça, 9 tirs cadrés, 5 grandes occasions. C'est assez important. On voit d'ailleurs que Brest a eu de grosses occasions, oui, mais voilà, il n'y a pas eu le tir important. 3 grosses occasions manquées côté PSG. Donc oui, ce fut évidemment un match très 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 compliqué pour Brest. Là, on le voit ici, regardez, Brest 0,07 XG contre 2,77 XG pour le PSG dans le jeu. Ouais, c'est assez hallucinant. Mais bon, qu'est-ce qu'on doit dire de ce match-là? En vérité, on répète un peu la même chose avec le PSG, équipe voilà, qui a des préceptes de jeu extrêmement intéressants au niveau du pressing, l'intensité mise. On peut parler individuellement de certains joueurs, je pense que voilà, ça peut être intéressant. On avait une composition ben, voilà, assez spéciale. Alors, la composition papier, c'est pour ça que j'aime pas du tout. Regardez papier, je vais vous montrer des images, ce sera plus simple. Alors, je suis désolé, l'image, elle est ultra saturée. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pris un screen comme d'habitude, mais bon, on va dire que ça va passer pour le moment. Je voulais juste vous montrer, de par ce schéma, pourquoi la composition qu'on la voit papier, ça ne veut rien dire. Là, on voit le PSG en 4-3-3 machin. Non, le PSG ne joue pas en 4-3-3 quand ils ont le ballon. Là, on voit, regardez, la ligne des défenseurs, Hakimi, Skriniar, Beraldo, Nuno Mendes, sur le terrain. Voilà où est. Là, il y avait Pacho qui était rentré, mais voilà, Mendes était à la même position. Vous avez Beraldo, Skriniar, donc la défense à 3. Et Hakimi, regardez, il est où? J'ai fait le trait rouge, il est beaucoup plus haut sur le terrain. Là, on peut voir sur le screen d'après, encore une fois saturé, on voit que Hakimi est littéralement, soit littéralement piston ailier, slash ailier, ou soit il est milieu intérieur dans ce registre-là. Donc oui, voilà, c'est une animation à 3 défenseurs. Quand on voit Skriniar, Beraldo, Nuno Mendes en tant que titulaire directement, les 3 sont considérés comme des défenseurs centraux. Même Mendes, il est considéré comme défenseur centraux gauche, tout simplement. C'est le système du PSG. Donc c'est important de comprendre ça. Et voilà, vous avez Hakimi qui apporte ce déséquilibre assumé côté droit, avec voilà, beaucoup de Dembélé qui voilà, interchangent leur place. Dembélé ailier, Hakimi d'un côté, voilà, intérieur, ça peut s'interchanger totalement. Et vous avez évidemment ces milieux de terrain, l'entrejeu qui peut être un double pivot. Parfois, on peut avoir un petit peu soit Doué plus haut, soit, je sais pas, Vitinha plus haut, même s'il est plus bas. Ça dépend, voilà, ça dépend. Là, en l'occurrence, je trouve que c'était quand même Neves, Fabien Ruiz au double pivot. Et là, le rôle un peu de créateur de milieu offensif, c'était plus Lee, voilà. Et du coup, ça te fait bah, une sorte de 3-2-5, hein, voilà, vraiment en animation. Et il faut savoir que le 3-2-5, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. Je sais que je répète beaucoup ça dans mes débriefs du PSG, mais je vois encore beaucoup de gens, ouais, voilà, qui
peut-être ne voient pas bien ça. Et c'est important de le comprendre pour voilà, voir comment le PSG joue. Mais voilà, c'est vrai que quand on prend les performances individuelles de chacun, ben, j'ai envie de parler de Skriniar, homme qui a été extrêmement décrié pour une raison que je comprends, hein. Vous savez, Skriniar, ah, c'est pas le joueur de foot qui apporte le plus sur un terrain, malheureusement. Vous savez, c'est un joueur qui peut paraître assez neutre, hein, malheureusement, à premier abord. Et bah, sur ce match-là, alors je sais pas si c'est un petit peu la menace de se dire qu'il peut passer derrière dans la hiérarchie, mais j'ai trouvé Skriniar vraiment pertinent. Il faut savoir qu'il a déjà joué dans des systèmes à 3, même à l'Inter lors de sa dernière saison. Là, je vous ai montré un match où il a joué un match du très 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 haut niveau contre le Bayern, forcément où l'Inter avait perdu. Bah voilà, là, la défense de l'Inter, c'était D'Ambrosio, Skriniar et Bastoni avec voilà leur milieu. Là, c'était plutôt un 3-5-2, hein. Ils jouent avec deux pointes. L'Inter joue encore avec deux pointes, ce qui n'est pas le cas du PSG, comme quoi il y a des petites nuances. Mais ouais, voilà, peut-être que Skriniar, plus à l'aise dans une défense à 3. Bon, on verra bien. En tout cas, je pense que Skriniar aura un rôle, oui, cette saison, comme tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Je pense pas qu'il aura un rôle ultra majeur non plus. Mais voilà, bon. Après, c'est vrai que je vous ai parlé évidemment de l'animation du PSG en phase offensive. En phase défensive, alors je suis désolé, hein, les screens, je sais pas pourquoi ils sont saturés, ça m'énerve un peu. Bon, écoutez, j'ai réussi à en désaturer un. Je sais pas trop comment j'ai fait. Mais oui, le PSG, quand il n'a pas le ballon, là directement, oui, on est beaucoup plus sur un sort de 4-3-3. Là, on voit qu'Hakimi a fait son repli. Là, il y a Pacho qui a été mis en jeu quand Nuno est sorti. Donc là, Pacho était plutôt latéral. Beraldo et Skriniar qui forment la défense. Et là, voilà, on a les trois joueurs au milieu et on va dire les trois attaquants. Donc oui, voilà, sur le papier, on peut comprendre 4-3-3 phase défensive. Imaginez le PSG affronte une équipe qui a le ballon. Ça va pas souvent arriver, hein, cette saison, mais ça arrivera. Le PSG sera beaucoup plus bas. Mais il faut comprendre un truc, c'est que le PSG joue comme une équipe aspirateur. Elle veut le ballon en permanence. Donc forcément, il ne faut pas attendre le PSG sur l'aspect défensif. Il faut attendre le PSG sur le contre-pressing, à quel point tu vas récupérer les ballons, surtout les ballons hauts, à quel point tu vas réussir à faire des grands retours quand il le faut. Par exemple, Hakimi, il était très 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 haut sur le terrain, là il est littéralement tout en bas. Oui, on attend le PSG sur ça, mais le PSG, les attendre sans ballon, non. Malheureusement, il n'y a pas des bons joueurs sans ballon au PSG. Fabian Ruiz, on va en parler, c'est super intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup étudier le cas Fabian. Kangenli, Neves, bon, Neves, pour le coup, sans ballon, il peut être excellent. Mais disons que Fabian, il a une capacité de projection, ce mec, qui est hallucinante. C'est un mec qui peut être tellement, tellement dangereux dans le dernier tiers. Et on a vu son but chef d'œuvre, le but là de Fabian, comme ça, lifté dans la lucarne, magnifique. Fabian, il t'offre énormément de possibilités de solutions dans le dernier tiers, de par sa projection naturelle. Par contre, tu vas demander à Fabian de défendre, Fabian revenir sans ballon, ah, c'est clairement pas son truc et tu sens qu'il se fait trancher, il se fait un peu balayer par-ci par-là. Oui, c'est compliqué. Et globalement, ouais, bah, le PSG est clairement une équipe qui veut récupérer des ballons, qui veut jouer le ballon très très haut. Et voilà, Brest, quand on regarde rien que la position du match, on est sur quasiment du 70%. Quand tu sais que Brest est pour le coup aussi une équipe qui aime avoir le ballon, qui a très très souvent eu le ballon la saison dernière et cette saison on le cherche aussi, bah, quand tu arrives même pas à avoir voilà 35%, je pense que ça indique également à quel point le PSG est fort. Et voilà, la précision des passes, regardez, Brest est seulement à 75%, ce qui n'est pas bon. Indication supplémentaire à l'adversaire a un déchet à la passe, donc ça veut dire que toi, tu presses comme un fou. Et bien évidemment, le PSG, on l'a vu dans ce match-là, malgré des approximations, pardon, ça a été très bon. Ça a été très très bon dans l'intensité. Voilà, très 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 bonne équipe. Mais clairement, je vous invite évidemment à donner votre avis à chaque fois parce que je parle, je fais un monologue derrière une caméra, mais il faut comprendre que c'est un débat. Moi, j'évoque mes idées. Mes idées sont seulement mes idées. Elles m'appartiennent. Bon, je voulais développer donc mon idée vis-à-vis de Fabian Ruiz, tellement intéressant joueur, j'insiste là-dessus. Voilà ce que disait son coach De La Fuente, sélectionneur espagnol, champion d'Europe en titre actuellement. Fabian Ruiz est le meilleur au monde à son poste. Phrase très osée, un peu voilà, on encense mon joueur et tout machin. Bon, en fait, ce qui est intéressant, et peut-être qu'on va me prendre un peu pour un fou ou quoi, mais honnêtement, sur certains aspects, Fabian, il est vraiment élite, élite mondiale. Très honnêtement, je sais pas à quel point il est le meilleur dans tout. Par contre, c'est un joueur extrêmement complet. Et un Fabian dans un grand soir avec une équipe qui collectivement tourne bien, purée, c'est un joueur quasiment inarrêtable. Et vous l'avez vu à l'Euro, à côté de lui, il y avait Rodri. Pedri pendant un temps qui était quand même beaucoup plus haut. Ensuite, Pedri a été blessé, c'était Olmo. Il y a eu un double pivot Rodri-Ruiz.
ça n'avait pas de sens. Enfin, ils étaient beaucoup trop forts. Et le meilleur joueur de l'Euro, ça a été, je sais plus, Rodri, je crois. Peut-être Rodri, je sais plus, peut-être. Fabian aurait totalement pu l'avoir. Je pense même que Fabian Ruiz a été globalement meilleur que Rodri sur tout l'Euro. C'est ça qui est assez dingue. Et ouais, ce mec-là est extrêmement, extrêmement fort, hein, je pense, dans ses qualités. Mais disons que c'est un joueur à double tranchant, entre guillemets. Un joueur qui a des qualités énormes, on va dire une plus-value énorme, peut aussi, s'il n'est pas dans son truc, à être un peu moins bon. J'arrive pas à bien l'exprimer, mais en fait, c'est un délire de balance, de risque. Imaginez, vous prenez un risque très très élevé pour une récompense potentiellement très élevée. Bah pour moi, Fabian Ruiz, c'est ça. Fabian Ruiz, c'est un joueur qui prend énormément de risques. Mais si ces risques se concluent bien, il va marquer un but, il va faire une passe D, il va créer une action incroyablement dangereuse, c'est ça. Mais si Fabian Ruiz, son risque énorme qu'il a pris ne passe pas, là, pour le coup, tu es handicapé. Surtout dans le PSG, où tu vois que tu peux être tranché très rapidement dans le milieu quand il est aussi haut. Et bon, voilà, je vous l'ai déjà montré, mais rien qu'on voit les stats de base de Fabian Ruiz sur Football Ref, c'est très complet. Il a des stats très très vertes sur énormément d'aspects, enfin, sur tous les aspects du jeu. La qualité balle au pied et de projection, il est élite à peu près. La qualité défensive, j'ai parlé qu'il pouvait se faire trancher, mais globalement, il est actif défensivement. La préparation des tirs et des buts, donc à quel point il va contribuer au but de son équipe, il est énorme au niveau des actions menant à un but notamment. On peut également voir que sa qualité de passe, elle est excellente, pour le coup, vraiment excellente. La qualité de tir, c'est ça qui est assez dingue. Il a un expected goals vraiment ultra élevé, mais il ne marque pas assez. Il devrait marquer beaucoup plus. C'est ça qui est assez dingue avec lui. Ouais, honnêtement, vous me dites, Coro, est-ce que tu vends Ruiz? Je le vendrai pas du tout. Et honnêtement, j'avais vu récemment un sorte d'échange Fabian Ruiz de Jong. Alors, c'est la presse espagnole, je pense pas que ce soit forcément vrai. Honnêtement, à une époque, j'aurais pas dit ça, mais aujourd'hui, non, franchement, non, je ne veux pas que Ruiz parte du PSG. Et j'insiste là-dessus. J'ai pas envie que Ruiz parte du PSG. Euh, Ruiz, tu le proposes à Pep Guardiola, je sais pas s'il refuse. Alors voilà, peut-être qu'on va me dire, là, je m'enflamme un peu trop, machin et tout. Je me fie vis-à-vis de l'évolution du joueur. Sur l'année 2024, à l'Euro, il a vraiment, vraiment montré énormément de choses. Là, il joue, je crois, un peu son premier match au PSG cette saison. Le risque du joueur est énorme, mais si son risque paye, tu as un avantage de dégénérer sur le terrain. Voilà, je le pense honnêtement. Et voilà, quand vous voyez le match qu'il a fait Fabian aujourd'hui, on disait un mot pour décrire Fabian, le mot complet. Oui, il est complet. Il a marqué un but, il a tiré 3 fois, ok, c'est bien, on voit deux tirs extérieurs de surface. On peut remarquer que, bon, il a un XG 0,25. Honnêtement, c'est pas si pire hein, pour un milieu. 0,25 XG, c'est ok. On peut voir que les niveaux balle au pied, 87 ballons touchés. Il a réussi un dribble, ok. Il a réussi 3 passes longues, d'accord. L'aspect défensif, eh ben, il a réussi 2 tacles sur 2, tranquille. 3 actions défensives, 6 récupérations. Il a remporté 3 duels, il a également perdu 3 duels. Il n'a pas fait de duel aérien, mais il a gagné 3 duels au sol. Joueur complet. Enfin, moi, voilà, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Je pense que j'ai assez développé mon avis sur lui. J'ai hâte de voir un peu son évolution. Je vous avoue que dans la saison, j'aimerais bien à un moment voir Vitinha, Fabian Ruiz et Neves alignés les trois ensemble sur le terrain. Ouh là 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 là, je pense qu'on peut voir un gros gros truc avec, vous savez, un sort de double pivot Vitinha Neves et Ruiz plus haut sur le terrain, voilà vraiment dans ce rôle un peu de dernier tiers. Ou alors tu inverses Neves et Ruiz, les deux peuvent avoir cette qualité-là. J'ai hâte de voir. Mais bon, voilà, sujet Ruiz un peu fermé. Concernant les XG du match, oui, j'en ai pas parlé encore, il y a trop trop de choses à dire. Marco Asensio, 1,04 XG. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça, quand un joueur a 1,04 XG sans penalty, hein, c'est énorme. Honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup trop. Je pense qu'à part Haaland, qui en a très, très souvent un, même plus en vrai, là, c'est beaucoup. Et oui, il a beaucoup, beaucoup raté. Mais vous savez, Asensio, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de juger ses joueurs. Asensio a fait un bon match. Honnêtement, les gars. Alors, peut-être qu'on ne sera pas d'accord. Dans la présence, dans ouais, la disposition qu'il pouvait donner aux ailiers, super bon pivot, très, très, très bonne qualité de passe. Purée, aujourd'hui, Asensio, il met juste un but, même pas un doublé. Quel beau match t'as fait, Marco. Super bien. Mais même là, s'il n'a pas marqué, ok, il a raté des trucs de fou. Franchement, voilà, ça, c'est ce qu'on attend aussi d'un faux neuf. Un mec qui peut énormément orienter le jeu. Super cool, vraiment super cool. On voit que le Del Casio a eu pas mal d'XG. Bon, il y a le penalty. En vrai, en fait, non, c'est le penalty. C'est terrible. Ousmane, la légende, R9, Ousmane, Ronaldo Nazario. Incroyable. Après le reste, voilà, c'était à peu près bon. Mais hors, PSG, vous avez Marco, vous avez Ousmane et vous avez Fabian.
qui est même devant Colo dans le nombre d'XG le plus élevé. C'est super, super intéressant. Mais voilà, pour illustrer le but de Fabien Ruiz et pour vous montrer à quel point sa capacité de projection elle est importante, là vous avez, il me semble, une récupération de parisienne. On voit quand même que le bloc brestois n'est pas aligné. Et donc voilà, Hakimi dans sa position préférentielle, hein, complètement à l'aise hein, ici. Il passe directement, je pense. Le ballon fait quand même cette trajectoire ici. Colo peut-être peut l'avoir, mais c'est pas Colo qui va l'avoir, c'est bien ici Fabian qui s'est projeté. Et là, vous savez, alors je l'ai évoqué dans mon dernier débrief, je vais l'évoquer ici. Cette zone-là, dans le football, vous voyez, on va dire ici, là, tout cet endroit que je surligne un petit peu à la souris, c'est ce qu'on appelle la zone 14. C'est la meilleure zone du football. C'est une zone où tu peux créer le plus de danger par la passe, par le dribble et par le tir. Voilà, littéralement, on appelle ça la zone 14. J'en ai littéralement parlé dans mon dernier débrief, mais voilà, c'est une zone, bah, tu te mets là, on considère que quand tu fais un jeu, quand tu produis une tactique, c'est là où tu dois essayer de toucher le plus de ballons. Voilà, là, j'ai vraiment trouvé un très bon schéma de la zone 14, c'est ici. Et en fait, tu remarques quelque chose, je vous invite, c'est un petit jeu que je vous donne, regardez des matchs, essayez de regarder là ces prochains jours, vous regardez un match de football et regardez les buts de l'équipe. Alors, je dis pas que tous les buts vont passer par là. Par contre, au-delà des buts, je vous dirai d'où viennent les actions dangereuses. En fait, vous êtes sûr d'un truc. Si vous touchez des ballons ici, ben, le joueur un peu là créatif, alors là, voilà, c'est un joueur du Napoli de l'époque, je sais pas trop c'est qui, mais là, au PSG, ça peut être Doué, je sais pas, ça peut être même Fabian, n'importe qui. Vous prenez un joueur ici qui a le ballon, il distribue, il fait ce qu'il veut. Il peut tirer totalement, il peut déclencher. On sait que beaucoup de joueurs marquent dans cette position. Là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est City. Rodri à City, il marque souvent dans cette position quand il tire. Donc tu peux tirer, tu peux orienter côté gauche, côté droit, dans l'axe. Tu peux voilà, temporiser, tu attends de voir un petit peu. Il y a des appels, contre-appels, enfin, tu peux tout faire. Et ça, c'est ce qu'il faut. Si l'Espagne a été aussi forte à l'Euro, parce qu'elle dominait tellement cette zone, c'est un secret. Et je pense que vous le voyez, les matchs souvent qui sont fermés, vous remarquez que à droite, gauche. Le ballon, il fait un yo-yo. Droite, gauche, comme ça, tout le temps, t'en peux plus. Le ballon, il est côté droit, il tourne, il va côté gauche, il tourne. Mais c'est normal parce que les équipes font en sorte d'éviter que l'adversaire touche le ballon dans cette fameuse zone. Donc voilà. Et là, je voulais donc développer tout ça pour vous montrer que Fabien Ruiz a eu un ballon dans cette fameuse zone 14. Et là, le talent, le génie qui parle, je pense que là, Brest sait que c'est déjà trop tard. Bizotte, le gardien brestois, peut peut-être l'arrêter. Mais il se prépare, il arme parfaitement. Et regardez comment il se couche sur le ballon. L'enroulée, elle est fabuleuse. Elle termine au fond des cages. Ouh là là, je devrais pas mettre la vidéo par contre. Attention au droit d'auteur, on connaît. Et voilà, le ballon magnifique. La célébration de Fabian. Le football, c'est simple en vérité. T'essaies de trouver des petits décalages. T'essaies de jouer dans les petits espaces. Et après, tu tentes ta chance. Et aujourd'hui, bah voilà, il y a quand même des joueurs qui n'ont pas fait un match de fou, hein, je pense notamment aller à Barcola. Mais tu vois que même si bah, tu as des joueurs moins, ça peut totalement gérer. Et ça a été voilà, un méga beau match. Ça joue aussi voilà, le fait que Brest est une équipe joueuse, une équipe qui n'hésite pas à sortir, même si oui, ils ont mis un bus pendant longtemps, c'est normal contre le PSG. Mais voilà, aujourd'hui, Barcola, bon, il était peut-être moins. Nuno Mendes, alors j'évoquais avec Fabien Ruiz un joueur qui prend du risque. Nuno, c'est même plus du risque. Il est tellement, il aime tellement la prise de risque. Nuno, voilà, dans en plus ce système du PSG, ce rôle de trois défenseurs, Nuno Mendes est considéré comme le défenseur central gauche. Il n'a pas tout le temps l'occasion de monter. Alors, il peut monter en fonction des situations. Il peut totalement faire une très bonne passe, un très beau centre. On verra bien. Mais je vous avoue que ouais, le PSG a énormément centré. J'aurais peut-être voulu voir Colo dans cette situation avec autant de centre. Ça aurait été beau. Mais voilà, bon, bref. Mes chers amis, je pourrais continuer longtemps. J'ai pas envie de faire un débrief de 30-40 minutes, même si je pourrais. Hein. Voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas trop. Bref. En tout cas, merci de m'avoir suivi, m'avoir écouté dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like. Vous savez que ça m'aide beaucoup, c'est le meilleur moyen de m'aider. C'est gratuit. Un petit like. Et voilà, Koro Foot monte un tout petit peu. C'est super gentil. J'aurais pu parler de plein d'autres choses. N'hésitez pas. Vous aurez voulu que je parle de qui j'ai pas beaucoup parlé de lui, mais voilà, j'aurais pu en vrai. Doué, j'aurais peut-être pu en parler. Je vais pas développer plus parce qu'on aura le temps d'en parler. Mesdames, messieurs, Ligue des Champions. PSG, Girona, il me semble que c'est le premier match. Gérone, directement au Parc des Princes, on parlera de ça. On parlera évidemment de Brest en Ligue des Champions, également du LOSC et de Monaco. J'ai tellement hâte. Voilà, c'est merveilleux, le foot est beau. J'ai vu un super match, on a vu un super match, on a vu la légende ultime, je le remontre pour finir. Ousmane Ronaldo Nazario
Dembélé. Ousmane, on t'aime. En vrai, je rigole beaucoup avec ça, c'est un running gag, mais qu'est-ce que j'aime Ousmane. Ce joueur, il te fait plaisir, purée, c'est tellement le foot qu'on aime. C'est tellement le foot qu'on aime. Franchement, t'as l'argent, tu vas au stade. Tu vas au stade pour voir des mecs comme Ousmane. C'est beau. Et Ousmane enchaîne les buts. Doublé aujourd'hui, il a marqué contre je sais pas qui, il a même marqué en équipe de France et tout. Merci Ousmane. Et au-delà de ses buts et machin, tout ce qu'il fait sur le terrain, c'est magnifique. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.